Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à NC2 dans Azure. Alors NC2 dans Azure, c'est l'acronyme de Nutanix Cloud Cluster. C'est donc une solution assez récente qui a été annoncée lors de Ignite 2022, donc en novembre 2022, et qui est une solution qui a été développée par Nutanix avec Microsoft et qui va permettre donc de déployer des clusters Nutanix dans un environnement Azure au sein des data centers de Microsoft. Donc, pour en revenir déjà à Nutanix, eh bien, la mission de Nutanix aujourd'hui est de rendre le cloud hybride le plus simple possible, ouvert et économiquement viable. Derrière tout ça, ça veut dire qu'on va avoir une plateforme, la Nutanix Cloud Platform, qui est donc un ensemble de logiciels, et qui va permettre, en gros, il va vous permettre de faire tourner des applications sur différents environnements. Et donc, basiquement, quand on pensera à la plateforme Nutanix, eh bien, vos applications et vos données, vous les mettrez sur l'infrastructure que vous souhaitez et dans les clouds que vous souhaitez. Du coup, on en revient finalement sur la notion de Nutanix Cloud Cluster. Ça porte bien son nom. NC2 en fait va permettre de déployer des clusters dans les infrastructures, en gros, des hyperscalers. Donc c'est une solution hybride multi-cloud. Elle s'opère de la même façon qu'on l'opère aujourd'hui dans des environnements à demeure. Et cela va vous permettre en gros de déployer, de gérer vos applications et votre infrastructure, du coup, de la même façon que vous la gérez quand vous êtes dans un environnement à demeure. Et donc vous allez pouvoir utiliser la même approche, à la fois pour des environnements dans des data centers que vous maîtrisez, mais également dans les data centers d'hyperscalers, dont vous ne possédez donc pas l'accès, hyperscaler comme Azure notamment. Alors les cas d'usage sont assez nombreux derrière, mais finalement assez classiques. Eh bien, le premier scénario, c'est d'avoir finalement une expérience assez unifiée en termes de gestion de ces fameux clusters. Là encore, l'outillage va être strictement le même pour la partie administration et maintien en condition opérationnelle de ces clusters, même si ces clusters, physiquement, ne sont pas dans vos data centers. La solution technique, on va le voir, est la même. C'est parfait pour des usages NC2 de scénario de type disaster recovery. Vous avez dans vos infrastructures à demeure des clusters Nutanix. Vous souhaitez pouvoir avoir à disposition des clusters Nutanix dans un autre environnement que vos bâtiments. Et pourquoi pas utiliser finalement le cloud avec ses propriétés, les capacités d'élasticité, pouvoir déployer finalement juste un petit cluster du côté du cloud provider comme Azure pour assurer finalement la réplication de vos environnements qui sont à demeure. Et le cas échéant, quand vous basculez de l'environnement sur site à l'environnement cloud dans le cadre d'un plan d'emprise d'activité, eh bien, basiquement, vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est de rajouter un peu de ressources et donc d'agrandir la taille du cluster qui va tourner côté cloud. En tout cas, ce sera toujours économiquement plus intéressant que de devoir gérer une deuxième salle dans laquelle il y aura du matériel sur lequel vous aurez investi et qui va consommer l'électricité juste pour attendre un hypothétique basculement. L'élasticité à la demande, c'est une propriété du cloud public. Et bien là encore, dans NC2, dans Azure, on va pouvoir le faire. Un exemple assez concret qu'on voit assez souvent finalement avec nos clients, c'est l'utilisation de la plateforme Nutanix pour faire tourner des environnements de virtualisation de bureaux de travail, donc des infrastructures des VDI. Et donc notamment on travaille beaucoup avec notre partenaire Citrix, et Citrix a validé sa solution également sur du Nutanix Cloud Cluster sur Azure. C'était assez récent. Ils l'ont annoncé quasiment au moment où on a annoncé les accords avec Microsoft. Le lift and shift, c'est le dernier finalement, c'est le scénario aussi qui est relativement classique. C'est d'utiliser finalement la capacité de synchronisation, de réplication des clusters Nutanix et la capacité du coup d'en avoir chez Azure, de finalement en gros accélérer sa migration, simplement parce que au lieu de transformer des formats de machines virtuelles d'un format X, ici Nutanix à la source et par exemple Y de l'autre côté sous la forme de machines on va dire virtuelles natives à Azure,
Là, il y a tout un travail de transformation, de requalification également, de la bonne taille finalement, des gabarits de machines virtuelles, de la bonne taille, des bons gabarits, de disques qu'on va attacher à ces machines virtuelles côté Azure. Et tout ça, on n'est jamais sûr qu'on aura exactement, la même expérience ou les mêmes résultats en termes de performance que ce qu'on a demeure sur son cluster Nutanix. Donc il y a un travail qui effectivement fait que les projets de migration prennent toujours du temps, notamment pour bien qualifier effectivement que, le résultat en face sera au moins aussi bon que celui qu'on a à demeure. Dans le cas ici, de cette solution NC2 dans Azure, eh bien on a un cluster Nutanix de l'autre côté entre guillemets «du chemin de migration». Donc basiquement, on se pose beaucoup moins de questions sur effectivement le déplacement des workloads, et on va utiliser en plus les outils natifs qui sont fournis par Nutanix. Donc clairement, le lift and shift, c'est le chemin le plus rapide qu'on puisse faire en lift and shift, hein, c'est d'avoir effectivement les 2 plateformes les mêmes de chacun des côtés, de l'endroit où on déplace les workloads. Alors, ces clusters, donc un cluster par définition est un ensemble de machines. Alors souvent dans les clouds publics, on va parler de machines virtuelles. Là, pour le cas ici, on est dans un cas particulier, on va avoir un ensemble de machines qui vont intégrer différents composants. Et pour le coup, on va s'appuyer ici avec NC2 dans Azure sur des infrastructures bare metal. Donc vraiment au plus proche du matériel, sans couche de virtualisation fournie par Microsoft. Microsoft va fournir au travers de son service bare metal as a service, finalement toutes les interfaces pour que NC2 puisse aller provisionner et installer de manière complètement automatisée la solution Nutanix Cloud Cluster dans Azure. Du coup, sur ces clusters, on aura exactement les mêmes logiciels et les mêmes licences que celles qui sont utilisées dans des infrastructures à demeure. Donc il y aura zéro différence là-dessus. Et donc effectivement, le cluster va s'opérer de la même manière avec les mêmes outils finalement derrière. Donc en gros, la différence va être dans la partie provisioning et gestion du cycle de vie du cluster, c'est-à-dire ajout, suppression de nœuds dans le cluster Nutanix. Et ça, pour le coup, ce sera fait par le portail Azure, qui fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo prochainement pour avoir un peu le détail de ce qu'il y a derrière ce portail. Mais pour le reste, toute la partie administrative sera faite par les outils classiques qu'on peut connaître si on fait de l'administration Nutanix, à savoir Prism Element et Prism Central. La différence entre les deux étant Prism Central est une solution un peu plus large et qui permet de la gestion multi-cluster, à la différence de Prism Element qui est l'outil natif dans chacun des clusters et qui ne gère qu'un seul cluster. Donc le NC2, les clusters NC2 dans Azure, ils vont exécuter quoi du coup en termes de logiciel? Ils vont exécuter Acropolis Operating System, AOS. Et là encore, il y a pas mal de choix. Donc le client va avoir en fait la capacité de sélectionner quelle version de AOS il souhaite installer. Donc ça c'est une grosse différence qu'on peut avoir par rapport à d'autres solutions où on a effectivement des couches de virtualisation amenées par des éditeurs tiers. Je pense notamment à Azure VMware Solution, qui lui, pour le coup, est un service qui est managé du côté Azure, mais sur lequel le client n'a pas la main mise sur les couches basses au niveau de l'hyperviseur. Ça, c'est maintenu en conditions opérationnelles par Microsoft. Donc ici, pour le coup, Microsoft, dans NC2, ne fournit que le bare metal. Et ensuite, effectivement, le client a la liberté d'installer comme il a envie tout son cluster avec les versions souhaitées derrière. Et donc d'aligner également les versions de son cluster dans le cloud avec les versions de son ou ses clusters à demeure. Et puis également, il y a une solution de virtualisation, c'est donc l'hyperviseur maison qui est HV. Là encore, donc la HV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hyperviseur basé sur l'open source KVM. Et donc là encore, il a la capacité de maîtriser les versions qu'on va utiliser. Et donc la liste est relativement longue, mais ça permet là encore de bien s'aligner par rapport à son existant. Donc ces infrastructures bare metal dont j'ai parlé ici, elles vont être matérialisées côté Azure par finalement des instances de bare metal. Et il y en a deux aujourd'hui, donc la N36 et la N36P. Donc ce sont des machines qui contiennent un certain nombre de SSD et de RAM. La différence se situant principalement au niveau de la RAM sur les AN36P, plus la présence également derrière de NVMe couplé à de l'octane derrière. La répartition géographique, on la verra tout à l'heure, mais en général, sur une région, on va avoir une catégorie de gabarit pour ces bare métal.
Les instances supportées en nombre, donc en nombre d'éléments dans le cluster, hein, eh bien, le minimum, c'est un cluster de 3 nœuds pour la production. Et le maximum aujourd'hui, alors là encore, le maximum va varier en fonction des versions d'AOS, mais si on est sur les versions AOS qui sont supérieures ou égales à la 6.6, eh bien, on pourra monter jusqu'à des clusters ayant 28 nœuds à l'intérieur, 28 barres métal. Alors, il est possible de créer également un cluster mononœud, hein, mais il n'est pas prévu pour pour de la production. Donc c'est juste pour faire du test and dev. Donc on ne peut pas du coup tout tester les fonctionnalités également. Et à savoir, c'est qu'on ne peut pas passer d'un cluster 1 nœud à du coup un cluster de production qui en aurait 3 minimum. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des nœuds qui seront donc utilisés, donc les nœuds barres métal qui seront utilisés dans le data center d'Azure, eh bien ces nœuds vont être placés en fait dans différents racks dans le data center de Microsoft, simplement pour assurer effectivement qu'en cas de panne d'un rack, eh bien, ça n'affecte pas plusieurs serveurs et donc plusieurs nœuds d'un cluster, ce qui du coup poserait un vrai problème sur le maintien en condition opérationnelle du cluster. Donc là, l'idée, c'est de passer par, et donc c'est fait de manière automatique, par des placement policies. Les placement policies, globalement, vont faire que quand on va déployer un certain nombre de nœuds, eh bien, les nœuds vont être répartis dans des partitions Azure qui correspondent en fait à des racks derrière. Et donc, en fait, globalement, on est sur des domaines de panne. Ceux qui ont déjà déployé des machines virtuelles dans Azure connaissent cette notion de domaine de panne. Elle existe notamment avec ce qu'on appelle les Avel 17, mais là c'est à peu près le même principe. On va déployer au fur et à mesure, les nouveaux nœuds seront dispatchés dans des racks, dans des nouveaux racks. Je ne vais pas passer trop de temps sur les protocoles supportés, ça c'est documenté dans la doc de Microsoft, mais ça n'a pas vraiment d'importance sur les protocoles de communication à destination du stockage. Mais je vous laisserai la mind map dans la description de cette vidéo, et donc vous aurez les liens pour aller faire un peu de lecture. Ce qui est par contre très important, c'est de comprendre l'architecture réseau barre métal effectivement utilisée par Nutanix. Donc, quand on va déployer un cluster NC2, globalement, du côté Azure, il va y avoir la nécessité de la présence, voire la création directement de manière automatisée de 2 VNet. On aura un VNet qui est pour le cluster en tant que tel. Ce VNet va contenir les fameux nœuds dont on parlait tout à l'heure, les nœuds barre métal. Et donc sur ces nœuds, effectivement, on va avoir les composants Nutanix, l'hyperviseur et puis ce qu'on appelle la CVM, qui en gros un peu apporte la magie logicielle de toute la solution. Ce VNet va contenir des subnets, dont un qui va être délégué au service barre métal. Donc vous savez que dans les réseaux virtuels dans Azure, la notion de délégation va permettre en fait de donner des privilèges de gestion et d'utilisation et de configuration du réseau à un service particulier. Voilà. Donc c'est utilisé notamment pour les clusters AKS, c'est utilisé pour Nutanix et autres. Et puis dans ce VNet de cluster management, eh bien, il devra avoir accès en fait au portail NC2 qui lui est un service hébergé sur Internet, et donc il y aura une communication sortante nécessaire en HTTPS qui pourra passer soit par une NAT gateway, soit par exemple une connexion VPN site à site, auquel cas on passera probablement par un hub-and-spoke. Oui, point important, dans Azure, un VNet ne peut avoir qu'un seul subnet délégué. Ça va expliquer effectivement la présence d'un deuxième VNet. Et ce deuxième VNet, lui, va contenir plusieurs choses. Il va contenir Prisme Central, il va contenir la Flow Gateway, donc il va contenir Prisme Central, et en fait qui va tourner dans le cluster Nutanix. Et ce Prisme Central, en fait, va piloter la Flow Gateway. Donc, à savoir, c'est que dans un cluster Nutanix, dans Azure, l'ensemble des réseaux pour les machines, on va dire, qui tournent les workloads, sont sur un réseau virtualisé qui est sur un overlay. Et cet overlay, en fait, pour en sortir, il va falloir, donc pour en gros faire la communication entre un VPC Nutanix et un VNet Azure, il va falloir passer par une passerelle de communication qui va faire une translation
on va dire des méthodes de communication, des langages. Et donc, ça s'appelle une flow gateway. Alors, je vais vous l'illustrer après sur le schéma. Là, comme ça peut paraître un peu compliqué. Mais la flow gateway va permettre les communications, en gros, entre ce qu'on appelle les user VM, donc les machines virtuelles qui vont tourner sur de l'AHV dans le cluster Nutanix, et le reste, en gros, du réseau Azure, incluant également tous les services natifs. Parce qu'un peu le but également de tout ça, c'est de pouvoir amener ces workloads rapidement et après de pouvoir utiliser, consommer des services natifs en communication au réseau directement. Donc, cette passerelle de communication entre le monde réseau Nutanix et le monde réseau Azure, elle s'appelle la Flow Gateway, elle est donc pilotée par Prism Central. Prism Central se matérialise sous la forme de machines virtuelles qui vont tourner sur le cluster Nutanix, et c'est eux qui vont piloter et envoyer les ordres. Donc cette passerelle de communication entre le monde Nutanix et le monde Azure, en fonction de la volumétrie de la bande passante souhaitée pour passer d'un monde à l'autre, il va y avoir différentes tailles de machines virtuelles qui vont être nécessaires. Petit point important, tout ce qui est réplication, tout ce qui est communication des services natifs à Nutanix ne passe pas par la Flow Gateway, c'est fait pour faire des trafics nord-sud, donc de sortie. Voilà. Et donc ça veut dire que dans ce VNet Prisme Central, on va avoir plusieurs subnets. On va avoir un subnet public qui pourra contenir au passage une NAT Gateway ou du load balancer, et un private subnet, et c'est sur ce private subnet qu'on va avoir cette notion de VPC Nutanix qui va en fait utiliser simplement un overlay. Donc on fait de la virtualisation de réseau, on virtualise un réseau par-dessus un réseau. C'est des choses qui existent depuis des années, on connaît avec GRE notamment, avec la virtualisation Hyper-V, on connaît VXLAN du côté notamment de VMware, mais voilà. Et donc, effectivement, ça va passer, c'est grâce à Flow qu'on va pouvoir faire ça. Et donc, dans Nutanix, en fait, on a la notion de Flow VPC. Donc, les VPC, Virtual Private Cloud, le nom qui est utilisé généralement par les hyperscalers pour définir, en gros, les réseaux virtuels, effectivement, c'est ce qui va permettre de créer des subnets qui seront à l'intérieur et qui contiendront les machines virtuelles Nutanix. Alors maintenant, je vais reprendre tout ça avec un petit schéma ici. Et donc, on retrouve effectivement finalement l'architecture complète. Donc, premier élément, on a donc un VNet qui va être le VNet où on aura nos barres métal. Un deuxième VNet où il va y avoir en fait une ou plusieurs machines virtuelles qui vont faire la transition entre les VM qui tournent dans des VPC Nutanix et des VNet et des subnets publics côté Azure. Et donc c'est là que va se faire la communication simplement. Ici, on va mettre un troisième VNet, potentiellement, pas obligatoire, mais en général on va l'avoir, qui sera généralement le subnet qu'on appelle le hub, quand on va parler de hub and spoke. Et c'est en général sur ce VNet qu'on aura les passerelles de communication pour aller notamment attaquer les infrastructures à demeure, soit à travers de VPN site à site, soit à travers d'une connexion privative de type ExpressRoute. Voilà. Donc ça, c'est un VNet qui, en gros, peut déjà être présent dans l'infrastructure Azure et qui sera consommé après. Voilà. Donc je l'ai mis ici. Il contient les VPN ou les ExpressRoute Gateway. Et ensuite, important d'aller lire les topologies. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Azure, ça peut devenir un petit peu compliqué en fonction du type de hub qu'on va utiliser, si on utilise ou pas le Virtual One. Donc il faut lire un petit peu la documentation et voir ce qui est supporté et non supporté. Alors les régions derrière où on va trouver nos instances bar métal, globalement, ça couvre à peu près les grandes plaques continentales. Les AN36 ne se trouvent qu'aux États-Unis. L'expérience a montré, la demande a montré que c'était plutôt les AN36P qui étaient intéressantes. Donc du côté de l'Europe, West Europe, Germany West Central ou UK South, même si UK n'est plus vraiment en Europe, on peut trouver donc du coup ces gabarits pour déployer des clusters. Il y a un workflow de déploiement, donc en gros, qui est tout le processus pour aller déployer du NC2 dans Azure, est excessivement bien détaillé. Il faut bien le lire parce qu'il y a un ensemble d'étapes à faire. Donc vous allez vous créer un compte Nutanix. Vous pouvez d'ailleurs au passage évaluer la solution, j'en parlerai tout à l'heure dans la partie pricing. Il vous faut bien entendu un abonnement, une Azure Subscription et des ressources. Et puis ensuite, vous allez faire la liaison entre la console NC2 et les API d'Azure en créant un compte de service, en lui donnant les bons droits
Et ensuite, le déploiement se fera principalement depuis la console NC2. Du coup, les interfaces de management, eh bien, elles vont se diviser il y en a plusieurs. Pour le provisioning, eh bien, ce sera principalement le portail NC2. Donc le portail NC2, c'est à lui que vous allez donner toutes les informations, où est-ce que vous souhaitez déployer le cluster, quel gabarit il va avoir, quel sera son nom, vers quel ressource groupe il va être déployé et quel réseau virtuel il va utiliser. Vous donnez toutes ces entrées, tous ces inputs. Et globalement, en gros, le portail NC2 va fonctionner comme un orchestrateur. C'est lui qui va envoyer tous les ordres à Azure. Donc il les enverra par les API traditionnels Azure Resource Manager. Et il utilisera également un service qui s'appelle le BMAS, Bare Metal as a Service, qui est un service que Nutanix fait tourner côté Azure et qui va permettre effectivement d'appeler les API spécifiques à l'intérieur du data center pour aller en gros réserver des barres métal et ensuite lancer la configuration de l'ensemble. Le déploiement du cluster, pour le coup, sera complètement automatisé de A à Z. Une fois que le cluster est déployé, on va passer effectivement aux outils de management dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est les outils classiques si vous êtes dans le monde Nutanix, Prism Element et Prism Central. Et côté Azure, si vous souhaitez faire des changements en termes de networking, amener des services managés sous la forme de endpoint, là encore, on va passer par le portail d'Azure, ou les API, ou la ligne de commande, ou du Terraform, enfin les choses assez classiques. Et pendant qu'on y est, vu qu'on parle d'API, eh bien, il y a des API qui existent côté Nutanix, des API REST, et qui vont permettre effectivement également soit de refaire vos propres interfaces, soit de vous faire un provider Terraform ou via Ansible, après c'est vos choix. Mais globalement, tout est plutôt bien détaillé ici sur ce qu'on peut faire. Voilà, créer un cluster, terminer un cluster, définir les comptes cloud, etc. Donc tout est plutôt bien documenté. Et allez voir, là encore, ça évolue, c'est comme des API, c'est comme tout, hein, ça évolue en permanence, mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire directement aussi par API. L'intégration, elle est principalement donc une intégration réseau, et le but derrière, effectivement, c'est de se dire, on va avoir dans l'environnement Azure un cluster ou des clusters Nutanix, on a peut-être des clusters Nutanix également à demeure, mais grâce à l'intégration réseau par les VNet, eh bien, on va pouvoir effectivement faire en sorte que ces clusters, et plutôt les workloads qui vont tourner sur ces clusters, puissent aller dialoguer au travers avec les services managés, etc. On peut également intégrer les agents ARC directement sur les machines qui vont tourner sur le cluster Nutanix pour les réexposer dans le portail Azure si on le veut. Mais de base, du côté Azure, en fait, la seule chose que l'administrateur Azure verra, c'est la présence de barres métal, c'est les cartes réseau associées derrière, et puis c'est les clés SSH, et puis globalement les objets de type machine virtuelle qui vont servir à la flow gateway. Et c'est tout en fait. Après, ce qui se passe à l'intérieur du cluster sera sous le contrôle des administrateurs Nutanix et manageable dans les interfaces Nutanix. Pour la documentation, en fait, on peut trouver la documentation à la fois sur le site de Nutanix et sur le site de Microsoft. Donc Microsoft, effectivement, a mis des choses un petit peu pour expliquer les basiques derrière, et il y a quelques pages de lecture. Globalement, ça va pas bien loin à part expliquer en gros ce que c'est. La vraie documentation est bien entendu du côté Nutanix, et donc ça vaut le coup d'aller y voir, parce que c'est là où il y a tout qui sera expliqué. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout, c'est-à-dire du déploiement workflow, bien entendu des prérequis, les méthodes de paiement, et on va en parler juste après, et puis après tout le paramétrage derrière et le workflow au niveau de la console. Donc, pour le support, là encore, c'est relativement simple. Nutanix va faire le gros du travail en termes de support, parce que globalement, à part les problèmes liés au matériel ou au réseau, Microsoft intervient finalement assez peu dans la solution. Donc la plupart les caisses devront passer généralement par Nutanix, qui a également des connexions avec le support d'Azure, le cas échéant. Donc pas vraiment de changement pour ceux qui font déjà du Nutanix. Maintenant, ce qui est important, c'est la partie pricing. Donc la partie pricing, globalement, cette solution, son coût va se découper de différentes manières. Il va y avoir l'aspect logiciel, donc l'aspect logiciel, l'aspect matériel pour les barres métal, et puis d'autres services Azure. Si on décompose l'aspect logiciel, globalement, le
client de Nutanix, il peut faire différentes choses. Soit il a déjà des licences Nutanix, et il souhaite en fait déplacer ses workloads ou reprendre ses licences et les utiliser ailleurs, et bien il le peut. Nutanix vend principalement est un vendeur logiciel, et les licences sont mobiles. Donc elles sont mobiles entre environnements. Donc ça veut dire que le client, s'il a déjà des licences existantes, il peut être en mode bring a license, et donc il va pouvoir reprendre ses licences et les utiliser dans le cluster NC2 dans Azure. On est dans le cloud, donc il y a la notion de pay as you go, donc paiement à l'usage, calculé à l'heure, facturé au mois, avec deux options, soit un paiement qui va se faire via ce qu'on appelle la Nutanix Direct Subscription for NC2 en Azure, et donc là, pour le coup, vous l'aurez compris, le paiement se fait directement du client vers Nutanix. Le pay as you go peut également être fait par la marketplace Azure. On va en parler juste après. Et puis on a également la notion de cloud commitment qui existe du côté des licences en termes de software Nutanix. Donc en gros, c'est un engagement sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et plus on s'engage effectivement, et plus les prix en général sont intéressants. Quand on va passer par les marketplaces, et c'est là que ça devient intéressant, si vous allez dans la marketplace Azure et que vous recherchez simplement NC2 ici, j'avais déjà fait l'opération, mais vous aurez compris que le résultat est le même. On va avoir apparaître 3 offres, la dernière étant quelque chose de packagé par un partenaire, mais vous avez l'offre NC2 et l'NC2 Pay as you go. Donc ça c'est important, il y a 2 fiches séparées, mais globalement retenez que ce que vous voyez dans le portail, que je viens de montrer juste ici, que ce soit celui-ci ou celui-ci, basiquement ça c'est une offre publique et personne en général ne va payer vraiment le prix. Donc il y a des prix parce que Azure nécessite de mettre des prix dans les offres, mais concrètement, normalement, un client ne devrait pas acheter directement, entre guillemets, un prix public indiqué ici. Et là, on retrouve les fameux engagements dont je parlais, 1 an, 2 ans, 3 ans, et les différents types de licences qu'on peut avoir chez Nutanix. Donc les licences NCI, Ultimate, Pro, EUC si on fait du VDI, etc., etc. Donc, généralement, ce qui va se faire, c'est que le client regarde l'offre publique. Donc, il y a écrit ici que cette offre, elle n'est pas faite pour déployer, mais elle est juste là pour permettre d'acheter la partie logicielle de Nutanix. Et là, le marketplace donc, vous explique qu'il vaut mieux en gros contacter son contact Nutanix. Donc, la partie paiement des nœuds, elle est sous contrôle d'Azure. Donc, c'est ici que sont indiqués les prix à l'heure de chacun des nœuds des barres métal. Point important, ça ce sont les prix entre guillemets en pay as you go. Si vous passez en réservation, ce qui est normalement le cas de tout le monde, et bien sur 1 an, appliquer un discount de 36,27% et sur 3 ans, bien appliquer un discount de 57,7%. Donc généralement, on va toujours passer déjà par des réservations pour la partie bare métal pour faire baisser de manière drastique les prix. Important, si vous faites une version d'évaluation, vous voulez tester la solution, Nutanix offre gratuitement pendant 30 jours l'ensemble des licences, mais Azure également propose pendant 30 jours l'accès au bare métal pour tester tout ça. Voilà. Donc on a notre offre publique, il est encouragé du coup, il est écrit généralement allez, on va retourner voir ici notre NC2. Les 2 fiches ne sont pas exactement pareilles, mais on trouve l'information à l'intérieur qui dit, voilà. Cette marketplace, donc cette offre, est là pour souscrire et payer le logiciel uniquement. Nutanix recommande de parler avec votre account manager pour avoir des prix discount. Donc ça, c'est le marché fonctionne comme ça dans le monde du logiciel. Les clients négocient avec les éditeurs les rabais sur les prix. Et du coup, ça peut marcher également avec le marketplace. Donc le client contacte Nutanix, dit voilà, moi je veux acheter mes licences, mais je veux les payer par le marketplace d'Azure. On va voir pourquoi c'est intéressant. Donc soit Nutanix peut faire ce qu'on appelle une seller private offer. Donc en gros, basiquement, Nutanix est l'éditeur
il va créer une offre privée avec les prix négociés, la soumettre, et ensuite le client va l'accepter, et ensuite Nutanix reçoit l'argent. Dans la réalité, Nutanix n'a pas un modèle de vente directe, mais passe tout par des resellers, et dans ce cas-là, on parlera de Multi-Party Private Offer, une MPO. Et là encore, le process est le même, vous contactez Nutanix, et puis ensuite, il va y avoir le travail avec le reseller qui va être fait, et donc il y aura la création d'une offre privée. Donc l'offre privée, il n'y a que vous en tant que client qui pouvez avoir cette offre, et elle vous est réservée, et vous l'acceptez en fait dans les interfaces, voilà, tout simplement. Alors pourquoi ça c'est intéressant? Parce qu'on va voir effectivement que si on paye ici par le marketplace, ça veut dire que le paiement des licences va être fait en fait sur la facture d'Azure, et donc potentiellement pourra venir dégreffer le commitment qui est associé à un contrat Mac. Le bar métal et les services additionnels Azure qui sont listés ici, donc là, hop, j'ai du mal cliquer sur le lien, on va le refaire. Voilà. Donc les services, les composants Azure qui vont être installés, effectivement on a le bar métal qu'on va payer, Charge by Azure. On va également avoir à payer les NAT Gateway, ça coûte pas très cher. Bon, les VNet ne se payent pas, les subnets non plus. Les IP publics avec les NAT Gateway, bon ça il doit y avoir quelques euros par mois. La partie Azure Active Directory, alors techniquement il y a écrit qu'elle est payée, ça dépend du modèle ou des fonctionnalités que vous voulez du côté Azure Active Directory, mais globalement il n'y a pas forcément un coût. Et ensuite effectivement le stockage des disques pour les machines de la Flow Gateway, et puis le blob storage pour le stockage en fait associé derrière. Si on a pour la connectivité réseau, on paye ses passerelles VPN site-à-site, on paye son express route, éventuellement sa résolution DNS, rien d'extraordinaire derrière, mais ne pas l'oublier effectivement quand on estime le prix. Donc tout ça en fait est fourni et facturé par Microsoft, donc par Azure, et donc ça veut dire que si on paye par le marketplace, ça rentre dans la facture Azure et potentiellement ça peut venir dégreffer votre contrat qui s'appelle le MAC, le Microsoft Azure Consumption Commit. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, lisez cet article, ça vous explique effectivement ce que c'est, mais c'est un engagement en gros du client à payer un certain montant d'Azure durant une période donnée. En contrepartie, il reçoit des réductions de prix. Mais ça veut dire qu'il est obligé de dépenser une certaine somme, et des fois, si on a mal estimé cette somme-là, ça peut être intéressant du coup d'aller piocher directement dans cette enveloppe pour payer notamment ses logiciels à côté. Tant qu'on en est à parler de prix, c'est bien de parler de l'analyse des coûts. Si on veut avoir dans une même console la partie complète Nutanix, plus Azure, plus éventuellement des choses à demeure, il y a un produit qui s'appelle NCM Cost Governance, qui s'appelait BIM avant, et qui permet de faire ça. Dernière chose pour terminer cette vidéo, qui est déjà assez longue, on est à 32 minutes. C'est de parler un peu de certification. Là encore, donc il y a plein de certifications qui existent chez Nutanix, mais désormais, c'est tout nouveau. Il y a des certifications pour l'implémentation de Nutanix chez les hyperscalers, dont Azure. Donc c'est relativement récent, ça a été annoncé le 30 janvier 2024. Les certifications sont actuellement en bêta, mais vous pouvez les passer si vous voulez. Donc la première certification, enfin celle qui va nous intéresser ici, ce sera la Nutanix Certified Professional Cloud Integration Azure, donc la NCPCI Azure, oui le nom est long. Et ici vous avez tout le détail sur cette page de ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cet examen, mais globalement ça va contenir 4 sections qui vont aller du déploiement, enfin la planification d'un déploiement, le déploiement, sa configuration, et puis la gestion post-déploiement. Donc c'est également l'occasion, en fait, en lisant ces quelques pages, d'apprendre un petit peu le workflow et les capacités de la solution. Et bonne nouvelle, c'est qu'il y a un cours également qui est disponible en ligne, sur lequel, qui est gratuit. Voilà. Ça représente à peu près 16 heures de cours, d'après leur estimation. Il y a des labs qui sont également simulés. Et quand vous faites ce cours, après vous pourrez aller passer la certification. Donc pour l'instant la certification elle est gratuite parce qu'elle est en bêta, il y a des vouchers qui ont été mis sur la page. S'ils n'ont pas été consommés, allez-y. Ça c'est les codes ici pour passer le Azure gratuitement. Mais dans tous les cas, ce cours-là d'administration est très intéressant parce qu'il va vous donner effectivement toutes les bases derrière. Voilà. Et là, vous voyez que le cours est très bien détaillé du début, qu'est-ce que c'est, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, comment déployer et configurer, manager, monitorer la santé, etc.
Donc un très bon petit cours à suivre, il contient plein de choses intéressantes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. La liste des autres vidéos est disponible dans la playlist que je vais faire afficher. Dans la description de la vidéo, vous aurez également un lien vers cette mind map et donc les liens vers la documentation que je vous ai montrée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci et à bientôt.